ça me fait très plaisir de terminer cette journée, effectivement, essayer de vous faire voyager un petit peu dans l'espace et dans le temps. Donc je me mets au pupitre parce que j'ai une certaine utilisation de l'espace. Généralement, je marche beaucoup. Et pour éviter que vous ayez un peu le tournis et que vous soyez un peu plus concentré sur ce que je dis dans cette fin de journée qui a été extrêmement riche, je préfère vraiment me coller ici au pupitre. Donc c'est pour moi un grand plaisir effectivement de terminer. D'abord j'étais un peu surprise d'avoir cette invitation à parler des femmes, la vie cachée des femmes du bolchevisme. En fait j'aurais bien voulu terminer cette journée sur des notes un peu plus positives, parce que c'est vrai que quand on est dans toute cette journée on se dit mais quel travail on a encore à faire, et se dire bah tiens, effectivement peut-être parler d'un régime qui avait mis au centre de ses préoccupations l'égalité entre hommes et femmes, et qui en fait selon notre point de vue, puisqu'on voit des femmes physiciennes, on a vu des femmes partir dans l'espace, on a vu des femmes au combat, on s'est dit ah bah tiens ils ont peut-être un petit peu réussi. Malheureusement non. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous apporter une certaine touche d'optimisme, mais peut-être ça nous fera aussi un peu réfléchir, notamment au fait que ici on le sait toutes et tous, il ne suffit pas de décréter l'égalité et de mettre en place simplement quelques pratiques, comme on l'a vu dans toutes les interventions aujourd'hui. Il faut aller sur des points de détail où justement, un moment, pas de détail, mais des choses auxquelles on n'y pense pas. De penser à la question de l'espace. Alors là, on peut voir des différences. Par exemple, vous allez en Russie, vous êtes une femme seule, vous faites agresser à minuit. On vous dira, mais quand même, c'est terrible, se faire agresser si tôt. Parce que oui, il y a eu une reconfiguration de l'espace. Mais bon, ça ne veut pas dire que la société est beaucoup plus égalitaire. Et bien évidemment, si le bolchevisme et puis ensuite le soviétisme a fait quelques changements, on va voir quand même, et notamment en prenant l'exemple des femmes du Kremlin, donc là j'ai pris les femmes du sommet de l'élite, on verra qu'en fait cette égalité n'est pas du tout atteinte. C'est en fait ce travail de désinvisibilisation dont on a parlé toute la journée, je l'ai fait pour ma recherche qui portait alors spécifiquement sur le cercle de Staline, mais là on va faire un petit passage général sur l'ensemble des femmes du bolchevisme. Et j'avais eu l'occasion l'année passée de publier un livre qui est en fait pas très optimiste, puisque pour parler des femmes du Kremlin, c'est rentré dans la série une histoire érotique du Kremlin, parce que en fait, voilà, c'est aussi un constat d'échec. J'ai eu la question par un journaliste qui m'a dit « c'est très sexiste votre titre ». Je dis « bah oui, mais malheureusement c'est ça, parce que c'est vraiment, on le verra, la relation érotique qui donne la place aux femmes au sommet de l'État ». Alors bon, vous avez les PowerPoint, je ne vais pas aller trop vite, je ne vais pas passer trop de temps, je veux dire, sur la question de l'idéologie, mais ça donne quand même une petite idée. Donc, chez Marx, puisqu'on est quand même dans une pensée qui se voudra marxiste, il n'y a pas de réflexion particulière sur la position des femmes. On aura une réflexion chez Engels sur les origines de la famille, mais alors là, vraiment, sur la famille. Donc, on ne parle pas d'émancipation des femmes, mais de l'émancipation humaine. Et je ne peux pas résister à la tentation de citer parfois quelques phrases de l'œuvre d'Engels. On est d'accord, on est au milieu du 19e siècle, en pleine société bourgeoise, et donc on voit quand même une image de la famille extrêmement disons, à ce moment-là, on pourrait dire quasiment libérale, et donc bourgeoise. Donc l'emploi de la femme dans la fabrique dissout forcément et entièrement la famille, et dans l'état actuel de la société qui repose sur la famille, cette dissolution produit les effets les plus démoralisateurs, aussi bien pour les époux que pour les enfants. Mais après, c'est vraiment que cette phrase, on n'est pas chez les penseurs qui on aura le même problème par la suite, on n'est pas sur une idée que les hommes devront être à égalité au niveau des tâches avec les femmes. Donc les hommes dans l'espace
l'espace domestique, c'est absolument inimaginable. Et on voit justement la grande préoccupation d'Engels qui dit « La femme nourrit la famille, l'homme reste à la maison, s'occupe des enfants, balaye les chambres et fait la cuisine. » C'est une énorme crainte. Ce qui peut rappeler aussi peut-être les personnes qui ont travaillé sur le suffrage féminin, les affiches en Suisse, les affiches, ces fameuses affiches où, mon Dieu, on donne un peu de droit aux femmes et de sortir et ça va être le désastre au niveau social. Bon, disons, moi, Engels, c'est un milieu du 19e siècle, ça peut se comprendre. À la fin du... Voilà, remettons dans le contexte. À la fin du 19e siècle, par contre, il y a quand même un changement. Alors, je vous ai mis le lien avec le très beau texte d'Auguste Bebel, qui est vraiment un des premiers penseurs socialistes. Donc, c'était le grand dirigeant du Parti socialiste allemand, social-démocrate. Et là, effectivement, on arrive alors vraiment sur une réflexion sur... Bon, alors à ce moment-là, on parlait de la femme. Donc, la femme et le socialisme, où on est vraiment avec l'expression d'une position d'indépendance et d'égalité complète, même éducation, alors quand même conforme à sa nature. Hein. Ça faut quand même pas. On n'est pas non plus dans la déconstruction du biologique. Hein. Et notamment la liberté de choisir, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et d'avoir la même capacité de choix pour choisir ces personnes, donc ça ne soit plus un contrat, que le mariage ne soit plus un contrat ou les relations amoureuses ne soient plus un contrat. Et en conséquence, on arrive à une idée de la liberté sexuelle. Alors, on pourrait se dire, bon, tout va bien. Et là, ce qu'on va voir avec les bolcheviks. Alors, ce qu'il faut voir, il faut bien se rendre compte, c'est qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le pays, les penseurs qui représentent la pensée socialiste, on appellera plus tard la pensée communiste, ils sont bien évidemment en Allemagne. Dans la migration, parce que vous avez tous ces penseurs qui se rencontrent en Europe, les arriérés de la Russie qui viennent d'un pays autocratique où on vient à peine d'abolir le servage sont vus un peu comme des gens vraiment un peu comme les pecnos, il faut quand même le dire. Donc, vous avez la pensée orthodoxe dans le mouvement socialiste sera vraiment la pensée allemande dans la ligne de Bebel. Mais il s'avère que au sein des bolcheviks qui vivent cette vie de clandestinité, ils quittent l'Empire russe, donc on va beaucoup les retrouver notamment en Suisse. On va les trouver en Suisse, en France, en Allemagne. Ceux du parti bolchevique qui font partie de l'élite sociale, bien évidemment, parce que ceux qui sont ouvriers, ils restent sur l'Empire tsariste. Ils n'ont pas les moyens de vivre sans travail en Europe. Et donc, en Europe, dans les discussions entre les théoriciens, on va avoir deux mouvements. Alors, les orthodoxes, qui sont donc dans la ligne de Bebel, on aura Alexandra Kollontai, on va y revenir, Anatoly Lunacharsky, qui sont vraiment cette idée d'aller vers l'égalité des droits, vers la question de l'émancipation dans tous les domaines, y compris le domaine de la sexualité. Mais parmi les Russes, donc, qui représente le courant majoritaire, notamment derrière Lénine. On est bien d'accord pour l'égalité des droits, mais on est bien d'accord aussi pour dissoudre la famille, parce que c'est vrai que la famille est un produit du capitalisme. Mais par contre, tout ce qui touche à la sexualité... il faut quand même le dire, on est dans une position extrêmement pudibonde. Et Lénine le dit très bien, dans ces mouvements un peu plus d'émancipation de la sexuelle au lendemain de la Révolution, quand même, ces jeunes doivent garder leur énergie pour faire la Révolution et pour, bien sûr, provoquer l'avènement du socialisme. Donc, on voit effectivement en fait ces deux courants, et il s'avère que le courant majoritaire russe, mais qui était minoritaire dans le mouvement international, au moment de la prise du pouvoir, va devenir le mouvement, la ligne orthodoxe, puisque c'est eux qui ont réussi à prendre le pouvoir et que en Allemagne, on a raté la révolution spartakiste. Et bien, cette ligne qui va prendre le dessus, c'est la ligne où on est d'accord pour
une égalité des droits, on va se dire, oui, effectivement, il faut que la femme travaille. Alors, je dis la femme ici parce que je reprends les termes. On est dans une vision tout à fait simpliste de l'égalité homme-femme. Ça veut dire, c'est quand même cette position de dire les inégalités sont le produit du capitalisme. Le jour où il n'y a plus de capitalisme, il n'y aura plus d'inégalité. Donc, vous voyez quand même une façon tout à fait restreinte et qui va montrer aussi que très rapidement, l'égalité ne va pas pouvoir se faire comme nous en avons déjà fait l'expérience. Donc, simplement aussi quelques points au lendemain de la Révolution. Donc, il y a eu effectivement un certain nombre de droits qui ont été accordés. Donc, on donne le droit de vote aux femmes. Bon, après, dans un régime autoritaire, c'est pas trop grave, mais disons que c'est quand même symboliquement, il faut le dire quand même. Les femmes accèdent à des fonctions politiques. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On verra même après la Deuxième Guerre mondiale, l'instauration de quotas. Mais en même temps, ça marche pas très bien, puisque dès qu'il y a eu les premières élections libres, le nombre de femmes dans les parlements a considérablement chuté, avec un record historique pour d'autres pays comme l'Albanie, qui a passé de 47% de femmes au Parlement à la première élection, à moins d'1% de femmes. Donc voilà, on voit très bien qu'il y a eu des quotas, mais disons qu'à partir du moment où on sortait des quotas, le système s'effondrait. Il y a eu cette idée du droit de la facilitation du divorce, on appelait le divorce carte postale. Donc c'est cette idée de déconstruire la famille. Il y a eu l'avortement. Alors l'avortement n'est pas à voir comme la lutte de l'avortement en Europe occidentale. C'est pas pour libérer le corps des femmes. C'est que simplement c'est l'idée que bon, pour l'instant la situation est un peu pénible, mais le jour où il y aura du socialisme, excusez-moi je le dis un peu crûment, mais les femmes soviétiques seront très contentes de produire plein de petits citoyens soviétiques. Donc, pour l'instant, on accepte l'avortement, mais c'est juste transitoire. Et il faut bien penser qu'il n'y a pas d'idée de libération du corps des femmes, puisque les femmes ne doivent pas libérer leur corps, elles doivent simplement, leur corps va appartenir à l'État plutôt que d'appartenir aux hommes. Il y a des politiques en faveur des femmes, l'émancipation par le travail, il y a de la création de crèches, de cantines, de laveries communes. On va créer le Zhenotdiel, qui est en fait la section féminine du Parti communiste. Mais alors, bien évidemment, il n'y a pas de remise en cause du rôle biologique des femmes qui doivent rester en premier lieu des mères. Donc, on va assister, en fait, dès le lendemain de la Révolution, à ce qu'on peut appeler non pas seulement la double charge, mais la triple charge. Donc, la double charge telle qu'on la connaît, et en rajoutant en plus une mobilisation des femmes quasi obligatoire pour l'avènement du socialisme, donc d'avoir aussi un travail politique. Voilà. Donc, ça, c'est quelques points, juste un peu en général. Là, on va passer justement aux femmes dans le cercle du Kremlin. Donc, on va voir en fait certaines étapes. Il y a 3 grosses étapes. On peut dire il y a vraiment le lendemain de la Révolution, le cercle du Kremlin va se mettre en place. Alors, ça a un aspect très spatial. C'est vraiment les bolcheviks prennent le pouvoir. Ils sont une équipe. Ils déménagent de Saint-Pétersbourg. Ils arrivent à Moscou. Ils s'installent à Moscou avec bagages. Et dans les bagages, il y a leurs épouses et leurs enfants. Donc, on a vraiment une non-séparation entre la sphère, l'espace privé et l'espace politique. Donc, on est dans un milieu extrêmement hétérosocial. Donc, vous avez autant des personnes qui sont issues de l'aristocratie, qui sont des militants bolcheviques, que des gens qui sont simplement des ouvriers, qui ont milité depuis longtemps dans le parti bolchevique, qui sont des vieux bolcheviques. Donc, on a vraiment toute la palette au niveau social. Et vous avez quelques femmes qui gravitent au sommet du pouvoir. On les voit avoir des fonctions politiques, donc notamment Alexandra Kollontai, qui devient la première, alors l'équivalent de ministre, c'est commissaire du peuple, à l'assistance publique. Nadezhda Krupskaya, qui est l'épouse de Lénine, sera la vice-commissaire du peuple à l'éducation. Donc, vous voyez, des thèmes bien féminins quand même. Ce sont des militantes. Elles peuvent être aussi théoriciennes. Elles ont fait cette expérience commune tout à fait fondatrice de la clandestinité. Mais, et c'est un gros mais, elles doivent leur place déjà à ce moment-là au fait d'être soit une femme d'eux, épouse d'eux, ou parfois pour Inès Armand, maîtresse d'eux, parce que c'était la maîtresse de Lénine. Et il y a seulement 2 exceptions dans ce cercle, c'est Alexandra Kollontai et Lena Stasova.
donc là, justement, vous m'avez entendu parler plusieurs fois d'Alexandra Kollontai. Alors, c'est un personnage tout à fait passionnant. Alors, en fait, c'est la seule théoricienne bolchevique qui a vraiment théorisé l'émancipation des femmes. Et c'est même l'essentiel de sa réflexion. Donc, c'est une théoricienne, c'est une militante. Elle vient d'un milieu aristocratique, assez rebelle. Elle a vécu une partie en Suisse, parce qu'après son mariage, au moment où elle a quitté son mari, elle est partie, elle a quitté la Russie pour venir étudier à Zurich. Alors, dans le mouvement, elle dépareille un petit peu, pas seulement parce qu'elle est aristocrate, mais c'est une personne qui est toujours très bien habillée et c'est considérée comme une très belle femme. Alors, c'est assez fou que quand on parle d'Alexandra Kollontai, dans les témoignages qu'on trouve, on parle toujours de son physique. Bon, après, c'est vrai que si vous comparez avec les autres militantes qui n'avaient pas tout à fait le même choix et surtout pas les mêmes moyens, ça fait une certaine différence. Mais c'était quelque chose qui était toujours mis en avant. Elle a développé une théorie donc c'est la question de l'émancipation dans tous les domaines, économie, famille, également sexualité. Alors, je vous ai mis après sa théorie de l'amour-camaraderie. Donc, elle est souvent décrite comme adepte de l'amour libre. On n'est pas du tout dans ce domaine. Et comme j'explique régulièrement à mes étudiants, je dis, voilà, déjà rien que le nom amour-camaraderie, ça fait pas vibrer forcément vos petites cellules. Donc, c'est de l'amour à la bolchevique. Ça veut dire, effectivement, on se libère de la jalousie, puisque c'est un sentiment de possession, donc c'est capitaliste. Je résume un peu, hein, c'est sur plusieurs livres hein, qu'elle développe ce genre de choses, mais c'est un amour discipliné. Donc là, voilà, et qui prône donc l'égalité des rapports mutuels, sans la suffisance masculine et sans la dissolution servile de son individualité dans l'amour de la part de la femme. Deuxième point important, reconnaissance par l'un des droits de l'autre et réciproquement, sans prétendre posséder, sans partage le cœur et l'âme de l'être aimé. Sentiment de propriété nourri par la civilisation bourgeoise. Et sensibilité fraternelle, art de saisir et de comprendre le travail psychique de l'être aimé. La civilisation bourgeoise n'exigeait cette sensibilité dans l'amour que chez la femme. Donc ça, vous avez sa définition de la question de qu'est-ce que l'amour camaraderie. Alors, vous pensez bien qu'en développant cette idée, quand les bolcheviks viennent au pouvoir et que vous avez justement plutôt la branche pudibonde qui a pris le pouvoir, donc notamment avec Lénine, les positions d'Alexandra Kollontai sont mal vues. Alors, on l'a résumé par la théorie du verre d'eau. Alors, ce sont en fait ses adversaires qui disaient en fait, oui, mais en fait, avoir des relations sexuelles, ça sera aussi facile que de boire un verre d'eau. Et en fait, c'est resté encore maintenant. Vous avez des personnes, notamment en psychologie, en Russie, qui vont dire « Ah oui, mais Alexandra Kollontai a développé cette idée totalement folle de la théorie du verre d'eau. » C'est même pris vraiment, et Lénine, si jamais vous aviez pensé que peut-être Lénine était un grand émancipateur, je vous cite quand même une de ses positions par rapport aux théories de Kollontai qu'il appelle la théorie du verre d'eau. Donc, comment un homme placé dans une situation normale pourrait-il s'abaisser à s'agenouiller dans la boue pour boire? Comment un homme normal dans une situation normale pourrait boire dans un verre déjà utilisé par un autre? Voilà. Donc, si jamais il restait encore quelques petites illusions, enfin voilà. Donc, voilà. Donc, on voit déjà, on a souvent eu l'idée de dire les années 20, c'était très, très émancipateur, c'était très égalitaire, et puis après Staline est arrivé, et c'est devenu très conservateur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le conservatisme est déjà présent. Donc ça, c'est pour Alexandra Kollontai, elle a aussi été dans sa vie extrêmement scandaleuse. Enfin, bien sûr pour les pudibonds de bolcheviques, puisque elle s'est mariée, elle avait un amant quand elle était mariée. Après, elle a quitté son mari et son amant pour partir en Suisse, où elle a eu un autre amant. Et notamment au lendemain de la Révolution, elle est avec Pavel Dybenko, qui est un grand héros de la guerre civile, qui a 17 ans de moins qu'elle. Donc vous voyez, c'était déjà quand on voit comme actuellement on appelle ça des cougars. Donc, vous pouvez imaginer qu'en 1918, le scandale que ça fait. On en parlait même dans la presse. Donc c'est une histoire assez passionnée. Elle va quitter son poste de commissaire du peuple pour rejoindre Dybenko en Ukraine au moment de la guerre civile. Et puis, elle n'arrivera pas à empêcher le fait que Dybenko se fera fusiller en 1937. Et là, disons que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Alexandra Kollontai aussi a été
été décrédibilisée au lendemain de la Révolution, mais étonnamment, elle s'est opposée à Staline, et c'est une des rares opposantes à Staline à être morte en 1952 dans son lit. Il faut quand même le préciser. Donc voilà, elle a été la première femme ambassadrice sur conseil de Staline. En fait, il a dit là, il y a peu de soucis, donc ce conseil va plus loin. Donc effectivement, elle a pu être la première femme au monde à être dans un poste dans une ambassade. Et voilà, c'est un personnage qui est extrêmement important, qui est tombé un petit peu, disons, dans l'oubli, étonnamment, qui a été reprise un petit peu aussi, ses écrits, dans le féminisme de la deuxième vague, parce que là, il y avait des choses, effectivement, à tirer sur les questions d'émancipation. Mais bon, ça a assez arrêté, parce que voilà, elle ne remet pas du tout en cause la question du biologique. Une femme complète est une femme qui a un enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant est une femme incomplète. Donc c'est vrai qu'au moment de la déconstruction du biologique, ça devenait un petit peu plus compliqué de la prendre comme figure. Une autre figure parmi d'autres, disons pour moi les plus marquantes, c'est Nadezhda Krupskaya. Donc en 1939, quand elle décède, on fait des grandes funérailles. C'est pas la théoricienne de la pédagogie qu'on enterre, c'est la veuve de Lénine. Et vous voyez, même quand je vous l'ai présentée, je vous ai dit, c'est la femme de Lénine. Parce que si on ne connaît pas l'histoire russe, Krupskaya, c'est la femme de Lénine. Alors, il faut quand même bien dire que, et ça, c'est encore un travail qu'il faut faire, mais j'ai pu voir déjà un peu dans les archives, elle corrigeait les textes de Lénine. Alors, elle parlait mieux anglais et allemand que lui, elle lui faisait les traductions. Elle était secrétaire de l'Iskra, qui était le journal, le prédécesseur de la Pravda, et elle corrigeait, c'est pas seulement qu'elle lui faisait des petits gâteaux ou des choses comme ça pour l'aider, non, elle lui corrigeait les textes. Donc, Lénine la voit comme son compagnon de route. Alors, si elle a un mari quand même encore, on peut dire, macho et est assez pudibond, elle-même est une femme qui prône cette nouvelle femme, en fait, avec l'émancipation des femmes. Elle est, en fait, au niveau des théories, assez proche de Kollontai et d'Inessa Armand. Elle participe à différentes conférences internationales des femmes socialistes. Et donc, Inessa Armand étant la maîtresse de Lénine, qui a eu de la chance d'avoir deux femmes nouvelles comme épouse et comme maîtresse, donc ce qui posait pas trop de problèmes. Donc Krupskaya et Armand étaient très proches et ont écrit des articles ensemble. Donc ça, ce sont un peu ces personnages. On voit des personnages importants. Les deux, ce sont vraiment celles qui ont eu des positions les plus élevées au niveau également de la hiérarchie politique. Ouais. Alors, il y a un changement avec les années 30. En fait, en 1929, c'est l'arrivée du groupe de stalinien au pouvoir. Et ce groupe, en fait, ce sont les dirigeants autour de Staline. On est au niveau social beaucoup plus homogène. Donc, les grands théoriciens, les personnes qui produisaient le corpus théorique et notamment qui théorisaient l'égalité homme-femme, égalité de classe, etc., ne font plus partie du groupe dirigeant. Et là, on a vraiment une homogénéisation des origines sociales des dirigeants et donc par là même également de leurs épouses. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même très rare dans le mouvement bolchevique. Alors, on peut voir éventuellement un militant de l'élite issu de l'élite qui marie une militante issue de la classe ouvrière, l'inverse étant quand même jamais le cas, il faut quand même le dire. Donc, il y a une tendance, comme on se marie lors de la clandestinité, on a une tendance à se marier avec des personnes qui sont issues du même milieu social. Donc, ça veut dire si vous êtes en déportation, c'est rare quand même que les personnes issues de l'élite restent longtemps en déportation. Elles ne sont pas au même endroit où il y a les ouvriers. Donc, forcément, il y a une tendance à se marier de façon intra-sociale, on pourrait dire. Donc là, effectivement, on voit des femmes alors différentes. Ce sont des militantes. Alors on a différents types de militantes, mais ce ne sont pas du tout des théoriciennes. Et là, alors toutes sont présentes dans le cercle du Kremlin de par leur statut marital ou familial, parce qu'il y a également toute la famille, les deux belles familles de Staline qui débarquent aussi dans le Kremlin. Et puis, au milieu des années 30, vous avez une nouvelle génération de dirigeants qui va arriver. Ce sont des personnes c'est la génération Khrouchtchev, qu'on va connaître
rejoint par la suite, Beria, etc. Eux, ils n'ont pas milité dans la clandestinité, ne sont pas des vieux bolcheviques, sont des nouveaux, sont les gens qui sont rentrés dans le parti après la Révolution. Alors, ils ont une autre aussi construction mentale de la vision du social. Et ils ont des épouses, alors qui généralement ne sont pas militantes, mais qui travaillent par contre. Voilà, on a ce type de modèle. Et là, je voulais vous prendre trois exemples, en fait, vraiment des exemples un peu typiques des des années 30. Donc, vous avez sur la photo d'en bas, Kliment Voroshilov et son épouse Yekaterina Gorman. Ce sont des gens qui sont assez oubliés dans l'histoire, on ne les voit pas beaucoup. En fait, c'est absolument extraordinaire. On a un fonds d'archives absolument extraordinaire. Et là, on est sur un couple. Alors, Voroshilov, c'était un ami de Staline, mais vraiment ami, pas seulement collaborateur. C'est le seul qui lui a survécu, d'ailleurs. Et oui, parce que Staline a eu des amis. C'est ça. Bon, alors après, ils se sont suicidés, ils ont été assassinés ou il les a fait fusiller. Mais disons que, voilà, c'est... avant qu'il meure, il ne pouvait pas savoir comment ça allait terminer. Hein. Et donc, Voroshilov est le seul des 6 amis de Staline à lui avoir survécu. Et ça a été, en fait, le premier maréchal d'Union soviétique. Il incarnait l'armée rouge. Et il était marié avec Yekaterina Gorman, sa Katyusha. Alors, on a une correspondance entre les deux époux qui est absolument extraordinaire, où justement, on peut voir, elle-même était une ancienne bolchevique. Elles sont connues en déportation à Rangelsk. Ils avaient à peu près le même âge. Et ils sont vraiment 2 militants d'avant la Révolution qui se rencontrent et qui se marient. Ils vont vivre 59 ans ensemble. Donc une belle longévité, il faut quand même le dire. Et c'est tout à fait intéressant, on le voit dans les correspondances, je vois vraiment une idée de la part de Voroshilov notamment, que sa femme, c'est sa compagne de route. Elle est autant bolchevique que lui, et on le voit très bien quand elle-même n'est pas totalement une femme nouvelle, il la gronde dans les lettres en lui disant « Mais écoute, tu es toujours en train de faire ça comme job, ça va pas du tout, il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu aies un poste meilleur parce que tu as de meilleures compétences. » Donc on voit même un mari qui est assez encourageant pour reconnaître les qualités de son épouse. On voit qu'il la considère aussi comme militante parce qu'il y a tout un système aux archives du parti. Ça veut dire que les grands personnages du parti pouvaient demander d'avoir un fonds personnel. Et Voroshilov, à la mort de son épouse, a demandé que son épouse ait un fonds personnel pour mettre ses papiers. Ils ont dit non, elle ne peut pas avoir un fonds personnel. Donc il a été très fâché, il a gardé tous les papiers dans son propre fonds personnel. On a vraiment ce moment où il va demander pour son épouse le fait d'avoir un fonds personnel. Donc c'est un couple très intéressant, c'est aussi un couple qui s'unit pour réussir au lendemain de la guerre à survivre à Staline, parce que effectivement, on le verra, il y a une purge des femmes du Kremlin après la guerre, et qui ont notamment pour des femmes juives. Et Gorman était une ancienne socialiste révolutionnaire juive, amie d'approche de Staline. Disons qu'elle n'avait rien du tout pour plaire, et on a été quand même toujours l'étonnement de voir que non seulement elle n'a pas été fusillée, mais on n'a même pas été inquiété par rapport à des déportations. Donc ça, c'est un modèle où on a vraiment une sorte d'égalité dans le couple. Il y a le couple des Molotov qui est un peu différent. Donc Molotov, c'est signataire du pacte Molotov-Ribbentrop, le second de Staline. Alors, c'était pas un ami de Staline, par contre, c'était un bon collaborateur. On appelait le cul de pierre, si jamais. Et donc, lui, il est marié avec Paulina Jemchoujina. Alors, c'est celle qui aura fait la plus belle carrière dans les femmes du Kremlin. Elle arrivera jusqu'au poste de commissaire du peuple, donc l'équivalent de ministre, bon, à l'industrie de la pêche. C'est pas très très prestigieux, mais c'est quand même arrivé. Elle fait quand même partie du groupe des commissaires du peuple. Donc c'est quand même une belle carrière. Bon, après elle sera reléguée, elle prendra la tête de l'industrie des parfums et des textiles. Donc voilà, c'est ce qui correspondait quand même un peu plus entre guillemets à son genre.
Et là, c'est tout à fait étonnant parce que Paulina Gemchougina, alors qui est issue d'une famille juive d'Ukraine, alors elle est rentrée dans le parti justement au moment de la guerre civile. Et là, on a vraiment tout un groupe de femmes, et on retrouvera également la femme de Khrouchtchev comme ça, et notamment en Ukraine, au moment de la guerre civile, voient une possibilité d'émancipation. Donc vous avez toutes ces vieilles bolcheviks qui vont faire de la propagande dans les campagnes, et vous avez un nombre impressionnant de femmes qui disent mais alors là c'est super. Et comme Jemchougina, elle était et femme et juive, elle était d'autant plus impliquée dans ces mouvements en voyant dans le mouvement bolchevique la possibilité d'une double émancipation, puisque en Russie, à ce moment-là, il y avait vraiment une discrimination, même plus une répression quasiment, on pourrait dire, contre les juifs. Donc, je rappelle quand même que c'est les protocoles des sages de Sion, ça a été produit par la police secrète du tsar. Hein. Donc, vous voyez que c'est pas dire qu'on aimait beaucoup les juifs en Russie à cette période. Donc là, ce sont typiquement ce type de femme qui rentre très jeune militante. Elle rencontre Molotov, qui lui a déjà une vieille carrière de vieux bolchevique derrière lui. Lui, il est rentré beaucoup plus tôt dans le parti, il rentre en 1906. Donc ils se marient, ils vont avoir une fille et ils grimpent dans la hiérarchie. Mais tout d'un coup, quand on regarde la vie de Paulina, on voit que, ah bah tiens, Molotov va être nommé aux affaires étrangères, signe le pacte Molotov-Ribbentrop. La semaine qui suit, il y a une lettre qui dit oui, il faut faire une enquête pour voir si le parti peut toujours avoir confiance en Paulina Gemchougina. En 1939, généralement, ce genre de choses, ça vous met sacrément les chocottes parce qu'on vient de finir la Grande Terreur. Donc, effectivement, c'est ce genre de message, c'est là, je vais finir avec une balle dans la nuque. Donc, effectivement, on va voir, donc il y a cette enquête qui se fait. Pour finir, on dit non, c'est bon. Après la guerre, Molotov va participer, c'est lui qui fait le discours de l'Union soviétique pour la création de l'ONU, il va être très présent sur la scène internationale, et justement, au moment où il est très présent, il prend une certaine position, tout d'un coup, hop, une lettre de quelqu'un qui dénonce, il dit qu'il faudrait quand même faire une enquête sur Paulina Gemchougina. Alors, cette enquête, par contre, va durer. On va la lier à ce qu'on appelle la campagne anticosmopolite. Après la guerre, il y a une campagne antisémite en Union soviétique. On va la lier à ce soi-disant complot du comité antifasciste juif contre les dirigeants. Et donc, il va y avoir un procès et elle va être déportée. Et là, elle est vraiment tout à fait emblématique de ce qui va se passer après la guerre pour les femmes du Kremlin. Il y a une disparition quasi totale des femmes, mais pas de n'importe quelle femme. Ce sont des femmes dont les maris ont des positions assez importantes au sein du gouvernement, donc du politburo. Et quand on analyse justement ces condamnations de femmes, on voit que c'est... Je dis un peu crûment, c'est Staline qui dit à son collaborateur « Ah, tu es en train de prendre un peu de pouvoir, piqûre de rappel. Hein, donc, je m'attaque pas directement à toi, mais à ton épouse. Donc là, c'est bon, tu as compris, on reste tranquille. » Donc, c'est vraiment ce phénomène, mais qui va avoir vraiment la disparition des femmes après-guerre. Et une autre femme qui va disparaître, c'est la femme de Yezhov, donc Salomona Yezhov. Yezhov, c'est l'artisan de la Grande Terreur. Et donc, c'est lui qui a organisé la Grande Terreur donc entre 1937-1938, qui a amené un certain nombre de millions de soviétiques au goulag, qui a amené un certain nombre aussi d'exécutions. Je ne vous dis pas les chiffres exacts parce qu'en fait, il y a des grosses querelles, donc on ne va pas rentrer dans la querelle des chiffres. Et en fait, au bout d'un moment, Staline n'en a plus besoin, donc décide de s'en débarrasser. Mais à ce moment-là, pour s'en débarrasser, en fait, il commence à attaquer justement son épouse. Et son épouse qui a eu des relations, un certain nombre d'amants,
donc qui va en fait d'abord on attaque les amants, ensuite l'épouse, et puis en fait Yejov c'est un peu scier la branche sur laquelle il était assis parce que jaloux des amants de son épouse, il commence à faire aussi une enquête sur elle, et donc ça va être utilisé en fait contre son épouse qui décide de se suicider parce que son mari va lui apporter du poison, et à la fin au procès de Yejov, non seulement il sera accusé d'espionnage, mais il sera aussi accusé d'avoir tué son épouse. Donc on voit en fait ce qui est tout à fait impressionnant, c'est-à-dire que si au départ on a du gouvernement stalinien, on voit au niveau politique vraiment un milieu homosocial, en fait, au niveau aussi de ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, du privé, au sein même du cercle, quand on prend en compte les familles, les amis, on va voir aussi ce cercle devenir homosocial. Et ce qui m'a tout à fait marqué dans ma recherche, c'est de voir vraiment cette instrumentalisation des épouses. C'est-à-dire que les épouses sont prises en otage, elles passent en fait de sujet à objet dans les rapports de pouvoir entre hommes au sein du cercle. Donc si au début des années 30, elles étaient encore dans la vie mondaine, après, ça n'existe plus. Après 1945, on va avoir une disparition totale de cette autre vie que la simple vie politique. Et puis, on va voir effectivement la création d'un milieu homosocial et une reconfiguration très forte des rapports de genre. Et disons que c'est vraiment dans ce processus, alors qui trouve ses racines dans les années 30, dans les années 20, mais jusqu'à la fin de la période stalinienne, on va voir cette construction de ce qu'on pourrait appeler justement un conservatisme soviétique. Alors, ce n'est pas le conservatisme tel qu'on le connaît dans nos contrées, qui est issu du système libéral, mais vraiment ce côté où on aura toujours un discours de dire, voilà, nous avons le discours d'égalité, les hommes et les femmes sont égaux dans notre pays, on va avoir des pratiques d'égalité, mais en gardant toujours cette inégalité. Et vous avez encore maintenant des personnes qui ont vécu l'Union soviétique et dit ah mais quand même nous on était l'égal des hommes, des femmes qui ont milité, dire nous on était l'égal des hommes en Union soviétique. C'est pas comme maintenant où il y a en plus une reprise de l'Église orthodoxe, mais dire c'est vraiment pas du tout comme maintenant. Nous on est égal. Bon, après, vous regardez, vous dites, oui, bon, alors je vais vite rentrer parce qu'il y a mon mari qui attend pour que je fasse le souper. Donc, c'est dans ces petites anecdotes, quand on discute avec des personnes plus âgées qui ont vécu cette période, qu'on voit qu'il y avait un moment, vraiment, elles y ont cru. Et c'est pour ça que ça a un certain écho aussi avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, de ce côté où, mais c'est bon, l'égalité, on l'a, on est égal, il n'y a pas de problème. Et on ne fait pas le pas supplémentaire pour comprendre. Donc c'est vraiment là, cette période charnière. Il me reste combien de temps ? Bon, alors je continue. Très bien. Alors comme ça, je vais passer un peu plus rapidement. Alors sur des choses qui sont peut-être un petit peu plus connues. Donc en 1953, Staline décède. Alors j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les femmes qui suivent, simplement parce que les recherches manquent et je les ai pas encore faites. Donc voilà. Donc après 1953, donc Staline, lui, a été veuf depuis 1932. D'ailleurs, on ne connaissait pas son épouse au niveau public. Et là, il y a un gros changement. Ça arrive au pouvoir Nikita Khrouchtchev. Et Nikita Khrouchtchev arrive avec son épouse. Alors, ils ont déjà un certain âge hein, quand ils arrivent au pouvoir. Et donc, en fait, ça va devenir la norme d'avoir un secrétaire général avec son épouse. Et vous avez cette personne tout à fait extraordinaire aussi, qui est Nina Khrouchtcheva. Donc elle, c'est justement une personne comme Paulina Jemchoujina, aussi née à peu près à la même période, dans un petit village d'Ukraine. Comme elle était très intelligente, on était dans une famille pauvre, mais par ses résultats scolaires, elle a pu aller dans un institut pour devenir institutrice. Quand elle rentre dans le parti, elle devient vraiment militante. Et tout d'un coup, à la veille de la guerre, son mari lui demande, avec la Deuxième Guerre mondiale, son mari lui demande d'arrêter de travailler, ce qui l'embête beaucoup d'ailleurs elle. Mais bon, il dit oui, mais vu ma position maintenant dans le cercle, ça serait mieux que tu arrêtes de travailler. Donc elle arrête de travailler.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même une certaine contradiction avec son mari. Son mari qui n'était pas du tout militant, elle a été militante bien avant lui. Ce qui est assez étonnant, c'est que pendant la guerre, par exemple, elle a voulu aller chercher ses parents en Ukraine au moment où il y avait l'avancée des Allemands. Son mari lui a dit c'est hors de question. Alors elle s'est échappée, elle a piqué le pistolet de son mari, elle a traversé les lignes. Alors c'était grosse panique parce que quand même Khrouchtchev était assez bien placé dans le gouvernement et donc il y a eu quand même un grand moment de panique, mais elle a été chercher ses parents et puis personne n'ose aller dire à Khrouchtchev qu'en fait que sa femme avait traversé les lignes ennemies et était revenue et il y a eu une très très grosse dispute entre les deux et elle lui a dit mais écoute quand même je sais ce que je dois faire, tu me laisses me débrouiller. Voilà. Donc il y avait une petite tension là entre les deux, mais disons que là on a encore une femme qui est tout à fait militante. Alors je ne sais pas si des personnes se souviennent, là il y a quand même certaines images sur lesquelles je suis tombée. C'est un point qu'il faudra encore regarder plus précisément, mais quand on tombe sur les images, là sur la droite vous avez la rencontre du couple Khrouchtchev avec le couple Eisenhower, et de l'autre côté la rencontre à Vienne en 61 entre Nina Khrouchtchev et Jackie Kennedy. Il y a quand même des choses qui ont été assez marquantes. Donc on voit la rencontre avec Eisenhower, on voit Eisenhower est aussi chauve que Khrouchtchev, ils sont à peu près le même âge, on est un peu des couples, alors c'est pas gentil maintenant parce que disons qu'on vieillit moins vite, hein, mais déjà un petit couple de petits vieux, puis qui parlent de la guerre quand ils se rencontrent et tout. Donc voilà, c'est un truc. Et on voit Nina Khrouchtcheva qui est quand même pas... voilà, elle dépareille pas, elle a sa longue robe de soirée. Mais alors après, c'est la rencontre avec Jackie Kennedy. Là quand même, alors on pourra dire oui, mais ça c'est le côté soviétique. Je me dépêche. C'est le côté soviétique. Mais quand même, je veux vous dire que même pour l'Union soviétique à cette période, la robe qu'elle porte est tout à fait improbable. Donc, les gens étaient très choqués, il faut quand même le dire, des non mais quand même. Et surtout qu'au même moment, Nina Khrouchtcheva lançait les défilés de mode en Union soviétique. Donc là, on s'est dit, c'est quand même pas possible. Il y a un goût de la provoque de la part du couple. Parce que là, j'ai pas retrouvé la photo vraiment, au moment où Nina serre la main de Jackie Kennedy, mais Jackie Kennedy est au bord de la nausée, il faut quand même le dire. Et là, il y a quand même un côté, ça va dans une politique aussi plus générale de Khrouchtchev qui laisse montrer comme quelqu'un. Mais moi, je suis le sympa. Moi, je suis le bon vivant, je rigole, je suis pas dangereux, Et sa femme participe à cette construction. Donc, un personnage tout à fait intéressant qui mériterait qui mériterait des recherches parce qu'il n'y a encore personne qui s'est intéressé à elle. Alors après, grand changement avec la femme de Brejnev, alors que personne n'a jamais vu. En fait, parce que elle ne sortait pas. Elle faisait maximum deux galas au sein même du Kremlin, mais sinon on ne la voyait pas. Alors, ce qui est assez intéressant, là aussi on a une femme qui est de sa génération, donc elle apprend, elle travaille, elle devient sage-femme quand même, mais elle se marie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se marie en 1928, à un moment où on pousse les femmes à aller travailler, son mari lui a dit maintenant tu arrêtes de travailler. Donc elle devient la parfaite épouse qui suit son mari gentiment, qui aide son mari. Il y a des témoignages assez impressionnants sur comment elle est avec son mari. Alors j'ai marqué, oui, elle n'apparaît pas en public, mais regarde le patinage parce que c'est une chose. Alors elle acceptait les maîtresses de son mari à une condition, elle adorait le patinage. Et donc, il n'y avait que deux chaînes en Union soviétique, et donc elle demandait qu'il y ait du patinage qui passe. Donc tout était prévu pour en fait que les compétitions de patinage passent en même temps. Donc c'est ce qui explique avoir une très bonne génération de patineurs et patineuses en Union soviétique à cette période. Ça explique aussi pourquoi quand vous parlez patinage à certains Russes, ils sont là... Ne m'en parlez plus. Voilà. Donc on pouvait, vous regarder les programmes télévision, on peut avoir pendant plusieurs jours de suite... à part les nouvelles entre 8h et 8h30, du patinage. Voilà. Et puis bon, après, bien évidemment, pour terminer, celle qu'on a appelée alors la First Lady du côté de l'Occident, quand elle est décédée, Libération a bien dit, oui, l'Union soviétique a perdu sa seule First Lady. Alors en Occident, bien évidemment, qu'on l'admire, bon, bien...
l'habillement a aussi à voir. Hein. On voit quand même une belle femme qui se tient bien, jeune, intelligente, bien habillée, bien coiffée, bien maquillée. Enfin, c'est un peu un choc. C'est pas tellement l'image qu'on peut se faire d'une femme de dirigeant soviétique. Alors, elle est vraiment le cardinal gris de Gorbatchev. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est énorme. Alors, on trouve ça absolument fantastique en Occident. C'est vu comme absolument atroce en Union soviétique. Et si ça dérange qu'on la voit changer régulièrement de robe alors qu'on est en pleine période de pénurie et qu'il y a des gens qui meurent de faim, ce qui dérange le plus, alors que ça dérange autant autour des conseillers de Gorbatchev, mais jusque dans la population, c'est justement son rôle de cardinal gris. Parce qu'on dit, si elle veut faire de la politique, elle a qu'à se présenter elle-même, elle peut le faire. Donc on voit très bien qu'il y a cette intériorisation du fait que, oui, ben non, il n'y a pas de problème, on est égaux, une femme, elle veut faire de la politique, elle a qu'à faire de la politique. Raissa était plus ambitieuse et voulait faire de la politique à un très haut niveau, et elle est celle qui a compris, en fait, que si elle voulait faire de la politique à un très haut niveau, eh ben, il fallait qu'elle pousse un petit peu son mari. Donc voilà, ça c'est un peu sur ces grandes dames. Donc effectivement, 1991, l'Union soviétique s'effondre au mois de décembre. Et on sait la fin en fait des premières dames. On verra très peu la femme de Yeltsin. On sait qu'il y a la famille Yeltsin, alors qu'il n'y a pas très bonne presse parce qu'ils sont quand même assez responsables des privatisations qu'on peut appeler tout à fait concrètement du vol de la propriété de l'État. Donc on les voit très peu, sont très peu présents. La femme de Poutine, elle sera extrêmement discrète. On la verra, mais elle sera extrêmement discrète. Et on verra aussi dans ses rôles, ce qui a été lancé par Nina Khrouchtcheva, de rôle de dame patronesse, justement ce rôle de first lady. On ne s'occupe pas trop de politique, mais on va plutôt s'occuper des orphelins. Avec certains résultats, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'était un petit peu ce petit voyage que je voulais vous faire. Puis puisque là, je vais terminer, je m'arrêterai ici. Alors, merci beaucoup pour ce petit voyage. Effectivement, on a entendu des choses intéressantes et puis on a bien mis aussi, ce n'est pas inévitable à la fin d'une journée comme ça. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai juste une question, j'espère qu'elle n'est pas trop naïve comme question. Pas de souci. Mais ça m'a fait penser à l'histoire de Maria Sklodowska et puis au moment où elle est avec Pierre Curie. Et puis le premier prix Nobel est donné à Pierre Curie. Puis Pierre Curie, mais en fait, c'est pas mon travail, c'est le travail de Marie Curie. Et je me suis demandé dans Krupskaya si on peut retrouver des écrits de Lénine qui ont été faussement attribués à Lénine, qui peut-être ont été des écrits de sa femme en fait. Est-ce qu'il y a eu dans ces périodes-là des sortes de vols de travaux qui ont été faussement attribués finalement? Alors, je vais dire, je n'en sais rien tout simplement parce que personne n'a été regardé. Donc ça sera une de mes prochaines recherches, effectivement, parce que le peu que j'ai pu regarder, ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait vraiment beaucoup corrigé. Oui. Donc il y a bien des chances qu'il y ait des passages. Alors il y a des passages entiers, cette Sama, effectivement, quand elle retravaille certains points. Mais là, ça sera un travail à faire assez titanesque, parce qu'il y a quand même 48 volumes des œuvres complètes de Lénine, mais je pense que ça deviendra intéressant d'avoir effectivement, comparer les œuvres finales et les brouillons pour savoir qui a écrit quoi. Donc mais c'est une recherche à faire. Ouais. Mais personne n'a osé pour l'instant toucher ce genre de choses. Moi j'avais une question sur le mouvement féministe qu'il y a en Russie et Ukraine. Toi tu as côtoyé les Russes justement. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces mouvements? Est-ce que c'est des mouvements radicaux pour eux, extrémistes, ou au contraire, surtout le peuple, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est assez difficile à voir. En fait, c'est difficile d'avoir l'opinion. Enfin, je n'ai pas confiance dans les sondages d'opinion. Parce que quand on vous dit qu'il y a 80% qui a confiance en Poutine et qui trouvent Poutine très bien, je ne sais pas où ils les ont trouvés.
Hein, parce que, bon, ben après, c'est un rapport spécifique de la population à l'État. Sur ces mouvements féministes, ça dépend vraiment des positions. Donc, si on est dans des milieux plutôt libéraux, nous trouverons que c'est vraiment très très bien. Je pense notamment au groupe des Pussy Riot, qui est surtout ce groupe-là qui fait parler. Dans les mouvements conservateurs, vu que vous avez quand même des femmes qui essayent de vous expliquer que l'orthodoxie, en fait, les émancipe beaucoup. Je n'ai toujours pas compris comment, mais ça, je vais essayer les prochaines années. Donc là, c'est vu quasiment comme le diable. Et l'exemple des Pussy Riot est tout à fait intéressant de voir, parce qu'il y a eu vraiment les franges très conservatrices, on dit blasphème, blasphème. Bon, ça a marché parce que c'est celle qui crie le plus fort. Vous avez les libéraux qui ont dit mais non, elles défendent. On a un peu mis en avant leur aspect féministe, mais non, c'est la liberté, elles ont le droit. Et puis en fait, une grande partie de la population qui ont trouvé que c'était un peu bête de faire dans l'église du Christ Sauveur, surtout. Et puis bon, quand même, l'État n'a pas été très sympa, parce qu'il faut quand même penser que ce sont des mères de famille. Donc on a quand même un conservatisme très fort. Et féministe, alors c'est en train de changer, je trouverais, parce qu'en 15 ans j'ai vu la différence au début féministe. Alors c'était soit les méchants occidentaux, soit les méchants communistes. Et puis maintenant ça commence, et notamment grâce au développement des études genre. Et notamment dans les villes, il y a un grand développement des études genre qui est en train de... Alors c'est la voie un peu qui avait été prise dans les années 70 en Allemagne, de dire c'est normal. Alors on arrive à faire passer... D'abord on dit c'est des théories qui ont trait au genre, et puis après ça passe à féministe, et puis après... Voilà, en construisant pas à pas, et en montrant qu'en fait c'est une catégorie d'analyse tout à fait pertinente, et en montrant qu'il y a des choses intéressantes à faire, sans être trop militant, c'est en train de passer. Donc c'est en train de changer, et chez les plus jeunes, comme on voit chez nous aussi, les filles entre 15 et 20 ans se disent très facilement féministes. Aussi par ce côté un peu rebelle, voilà, ça fait quand même un moment, ils ont connu Poutine au pouvoir, donc il y a un peu un côté brejnevien dans tout ça, donc il y a cette volonté, aussi un petit peu côté rebelle, de dire je suis féministe. Voilà, on va essayer de tenir le voyage jusqu'à la fin, donc je vous remercie beaucoup pour ce voyage.